Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Un séjour à Sikasso depuis le samedi et ce dans le cadre de l'accompagnement des pèlerins de l'agence Chérif la Voyage. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Haïdara, a été escorté jusqu'à sa résidence du quartier Amdalaï. L'arrivée de Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara a drainé une foule importante sur les principales artères de la cité verte du Kénédougou. À cette occasion, il a rendu visite à certains de ses collaborateurs, adeptes et connaissances résidant à Sikasso. Le commentaire est signé Moussa Fomba. C'est sous une pluie battante à plus de 15 km de Sikasso que les fidèles musulmans ont accueilli le guide spirituel des Ansar et sa délégation avant de les escorter jusqu'à sa résidence assise au quartier Amdalaï où la joie était à son comble. Le cortège est passé par le poste de contrôle de Sikasso jusqu'aux 4 ponts via Manakalani avant d'être reçu au domicile du guide où une foule de grands jours l'attendait avec enthousiasme, comme pour dire merci et bienvenue au président du Haut Conseil islamique du Mali dans la capitale du Kénédougou. C'est aussi une tradition, le guide spirituel des Ansar, durant son séjour, entreprend une série de visites. Et c'est justement dans ce cadre qu'il s'est rendu auprès de certaines personnalités de Sikasso, notamment El Hadj Soumaïla Traoré, au quartier Mankourani, l'une des premières personnes à avoir donné sa vie pour la sécurité du guide à Sikasso. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a formulé des bénédictions pour toute la famille Traoré. Après avoir pris congé de El Hadj Soumaïla Traoré, c'est au tour de la famille de Bourama Diarra au quartier Sanobougou, l'une des premières personnes à avoir soutenu Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara dans ses actions, de le recevoir. Celui qui était censé accomplir le Hajj cette année grâce au guide spirituel des Ansar a été malheureusement arraché à notre affection en début d'année. Le guide a formulé des bénédictions pour le repos éternel de son âme avant d'être reçu par la famille de Batidjani Diallo, considéré par Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara comme un père, en compagnie de son épouse Badjeneba Diallo. Le guide spirituel a sollicité les bénédictions de l'octogennaire avant de se rendre chez Boubacar Sanokou, communément appelé Boukari Madina, le président d'honneur du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, bureau de Sikasso, s'est dit honoré de la présence de Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Après les salutations d'usage, s'en est suivi la séance de bénédiction. Salif Koulibaly, résident au quartier Amdalaï, un ami de longue date du guide et également membre du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a également fait part de sa joie en recevant Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Après les séances de bénédiction, le guide et sa délégation se rendront ensuite chez El Hadj Samba Ouattara, collaborateur de longue date. Adama Ouattara, communément appelé Lobougou Adama, est sur les traces de son père pour la consolidation des liens avec Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. La séance de bénédiction a mis fin à cette série de visites initiées par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dans la 3e région administrative du Mali. Comme il est de tradition, le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, a accompagné les pèlerins Koutialais de l'agence de voyage Chérif La après avoir accompli des rites du 5e pilier de l'islam dans le royaume saoudien. Les pèlerins rejoignent ainsi leurs familles respectives. Nos envoyés spéciaux, Adama Diawara, Mohamed Traoré, un commentaire signé Moussa Fomba. Accueilli à 7 km de la ville de Koutiala sous une forte pluie, le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara et sa délégation ont été escortés avec acclamation par une foule très enthousiaste jusqu'au siège de la section des Ansar de Koutiala, situé en plein centre de la ville. Une étape importante pour les pèlerins car marquant le retour dans leurs familles respectives. Pour l'heureuse circonstance, les pèlerins n'ont pas manqué de saluer la qualité de prestation des guides de l'agence de voyage Chérif La. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue de la délégation de Bamako qui a conduit nos pèlerins venant de la Mecque de 2019.
Ça fait plusieurs années qu'on demande à notre guide, chef Chérif Ousmane Madane Aïdara, de nous donner chaque année un fils pour conduire nos pèlerins venant de la Mecque, de Bamako à Koutiala. Cette année, vraiment, on est très satisfait de la délégation. Ça fait à peu près une trentaine de pèlerins qui ont fait le pèlerinage à la Mecque cette année. Et c'est le fils Cheikh Ahmed Tiyan qui est venu accompagner ces pèlerins. On souhaite une bonne guérison à lui parce qu'on nous a dit qu'il était un peu souffrant, mais avec tout ça, il a gardé son sang-froid pour venir accompagner nos pèlerins. Ensuite, on avait demandé de faire une prêche, mais avec la pluie, la première nuit et la deuxième nuit ont été empêchés par la pluie. Vraiment, néanmoins, on est très satisfait avec leur accompagnement. Suivant les traces de son frère aîné, Feu Mohamed El Madani Haïdara Difa, Seyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara observe cette tradition d'accompagner les pèlerins depuis la disparition de ce dernier. Une occasion solennelle de formuler des vœux de bénédiction. On remercie tout d'abord toutes les sous-sections, les 29 sous-sections de la section qui ont répondu notre appel. Et la délégation qui est venue de Bamako, vraiment, on vous remercie tous. Notons qu'au lendemain de l'accueil, Chérif Ahmed Tidiane et sa délégation se sont rendus respectivement auprès des familles Ouattara, Djamana Tigila, le grand imam de la ville, le président du Haut Conseil islamique du Cercle, la famille Traoré ainsi que la famille Touré. Vivement l'édition 2020. Chérif Ibrahim Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, a également accompagné les pèlerins de Ziegwa et Kadjolo au compte de l'agence Chérif La Voyage. Les deux délégations respectives ont retrouvé les siens samedi dernier après un accueil chaleureux réservé par la population. L'occasion a été opportune pour Chérif Ibrahim d'animer une soirée de prêche à Ziegwa. Fatoumata Djabi, Samba Traoré. On a bien fait les courses, ce qu'on devrait faire à la Mecque. Vraiment, dès le départ jusqu'à la fin, vraiment, on doit féliciter l'agence. Vraiment, on n'a pas eu de soucis par rapport à la visite des lieux sacrés. Ils nous ont montré tout ce qu'ils connaissent, ils nous ont montré tout. Surtout à manger, vraiment, on n'a pas eu de problème à ça. Rien a manqué, rien nous a manqué. Vraiment, l'agence Chérif là, c'est le confort. Puis ils ont vraiment du courage, surtout les guides, vraiment on doit les féliciter, vraiment. Ils sont courageux, en plus on souhaite vraiment longue vie au shérif et à sa famille. Et à nous aussi, on a bien fait le pèlerinage, vraiment c'est ce qu'on doit faire. Donc, alhamdulillah, vraiment on remercie Dieu par rapport à notre pèlerin dans l'année 2019. Alhamdulillah, dans la section Kadjolo, on a eu 32 pèlerins. Ils sont partis en pèlerin, enfin la Mecque. Vraiment, c'est bien retourné. À cause de, on souhaite aussi de notre maître spirituel, Seyid Ousmane Chérif Madane Haïdara, Inch'Allah. Nous sommes dans la brousse, mais effectivement, notre parent aussi, villageois, vraiment remercie tout ça. Et toujours nous lancer les appels. Donc, toujours celui qui va partir à la Mecque, il n'a qu'à tout faire possible et rapidement d'écrire les noms. Donc, avant de remplir notre quota, Inch'Allah. Longue vie aussi, après le pèlerin, avec durablement dans la vie, avec bonne chance aussi. L'argent qu'on a pris ça pour aller à la Mecque, pour qu'on n'a qu'à ajouter ça là, beaucoup même, à cause de bénédiction de notre spirituel aussi. Nous revenons à Bamako où le deuxième convoi de l'agence Chérif La Voyage est arrivé ce lundi 26 août en provenance de l'Arabie Saoudite, lieu saint du pèlerinage. Ils sont 89 pèlerins à regagner Bamako après avoir effectué le Hajj. Le point avec Sadio Siribé et Abdoulaye Sogodogo. Ils sont 189 pèlerins, femmes et hommes, à regagner Bamako ce lundi peu avant 20h temps universel après avoir effectué
le 5e pilier de l'islam en terre sainte de l'Arabie Saoudite. Rien n'a été laissé au hasard concernant la prise en charge des pèlerins selon les guides de l'agence Chérif La Voyage. Nous sommes 89 pèlerins. On est arrivé aujourd'hui, Inch'Allah. C'est le 2e convoi de Chérif La Agence. Il y a d'autres convois, ça vaut 100 personnes. Dieu merci, nous sommes bien arrivés. Les pèlerins ont fait part de leur satisfaction quant à la bonne organisation de ce pèlerinage, tout en louant les multiples efforts du guide spirituel des Ansars pour le rayonnement de l'islam. S'agissant du séjour saoudien, aucune difficulté n'est à signaler car, disent-ils, l'agence Chérif La Voyage a bien su répondre à leurs attentes. Alhamdulillah, et je suis venu au Gabon, je suis parti avec le Chérif là. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, je suis content, je suis content, je suis content. Alhamdulillah, le séjour était bien, alhamdulillah. On a conclu tout ce qu'on devait faire, alhamdulillah. Et les gens de Chérif là sont gentils, tout le monde est gentil, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci, 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 merci. Je salue Aïdara, je salue Nafsatou, je salue tout le monde, surtout Madame Chini. Le séjour saoudien, ça s'est bien passé. On a fait le Hajj. Rappelons que le premier convoi de l'agence Chérif La Voyage est arrivé le 23 août dernier. Le 3e et dernier convoi est attendu dans les prochains jours avec plus d'une centaine de pèlerins. Makan Diallo est le tout nouveau secrétaire général de la section SEC-SFD du SYNABEF, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce. Il a été élu par consensus lors de l'Assemblée générale ordinaire du dit syndicat, tenue le 24 août dernier. La SEC-SFD, entendait par là les systèmes financiers décentralisés, est la toute première section parmi tant d'autres dans les jours à venir qui composera le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce SYNABEF. Lors de son assemblée générale ordinaire, Makan Diallo a été choisi pour diriger la nouvelle section syndicale. Il s'est dit conscient de l'immensité du défi à relever. Nous plaçons notre mandat sous le signe du respect, de la discipline, du travail, de la franche collaboration, du partenariat et surtout du dialogue social. Tout ce qu'on obtient par le dialogue est encore plus doux que ce qu'on obtient par la violence. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos camarades qui sont là, de faire passer le message que nous ne sommes pas un syndicat de bras cassés. Nous allons toujours œuvrer dans le sens du dialogue jusqu'à ce que nous obtenons ce que nous voulons, mais pas dans la violence. Nous voulons servir d'interlocuteur entre nos patrons, c'est-à-dire nos directions respectives, l'APSFD et les employés de notre secteur. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que règne un climat social apaisé dans le secteur des SFD en particulier et dans le monde du travail en général. En présence de tous les délégués syndicaux, le secrétaire général de la SEC-SFD a reçu les mots d'encouragement et conseils du secrétaire général du SYNABEF. C'est la première section du SYNABEF, syndicat des banques, qui est née suite à notre résolution issue du congrès du 29 novembre 2018. C'est de les féliciter d'abord. Les féliciter parce qu'ils ont montré de l'engagement, ils ont prouvé qu'ils sont capables et ils l'ont fait. Donc la mise en place de cette section est une première dans l'histoire du SYNABEF. Et ça rentre dans les annales désormais du syndicalisme au niveau du SYNABEF. Je suis satisfait. Satisfait d'autant que c'est des hommes que je connais. Nous avons milité ensemble. Nous sommes ensemble depuis la mise en place du bureau du SYNABEF et je crois en eux, je crois en leur capacité. La mission qu'il a aujourd'hui, c'est d'approcher tous les systèmes financiers décentralisés, sans exception, pour que nous soyons dans la même famille,
il n'y a pas de raison que les travailleurs se dispersent. Aucune raison. Donc ça, c'est sa mission première et je suis sûr qu'il la réussira. Et les autres missions, nous les mènerons ensemble. Une photo de famille a mis fin aux travaux de cette Assemblée générale ordinaire. Bamako, la capitale malienne, est suffisamment arrosée par des pluies incessantes ces temps-ci, souvent au quotidien. Si des interrogations se succèdent autour de ce phénomène inhabituel par la population, les spécialistes disent avoir bien prévenu les Maliens. Samaïra Sanogo et Draman Mali. Tout comme les autres localités, la capitale malienne s'est vue fortement arrosée par des pluies fines. Si le phénomène est jugé inhabituel par les citoyens, les prévisionnistes disent l'avoir prédit. Nous sommes très heureux d'ailleurs que ça a été une situation prévue par nos prévisionnistes. Nous avons météorologiquement parlant ce que nous appelons une baisse de pression au niveau du Mali et combiné justement à de l'humidité dans toute l'atmosphère et justement qui combiné à certaines caractéristiques, on va dire, de grande échelle, donc qui font qu'on a des situations un peu comme ça. Donc globalement, nous avons reçu des quantités un peu partout, très importantes, donc avec des pluies sur 8 heures, 9 heures de temps et souvent au-delà. Donc imaginez ce que ça peut donner en termes de cumul. Face à ces fléaux qui peuvent rester en cours ou se reproduire d'un moment à l'autre, les spécialistes prodiguent des précieux conseils. Dans un premier temps, c'est d'écouter justement les informations météorologiques. Donc les conseils qui sont prodigués dans ces bulletins, de les suivre scrupuleusement et éventuellement de voir si on a des inquiétudes par rapport à une poche sèche ou par rapport à la situation pluviométrique, de contacter nos services météorologiques pour avoir des informations plus précises. Vous savez, la prévision de plus en plus devient fiable, donc il faut tenir compte justement de ces évolutions et au-delà voilà, suivre tout simplement les conseils donnés par les prévisionnistes. De toute évidence, les agriculteurs peuvent fonder l'espoir sur une pluviométrie qui tiendra toutes ses promesses, signe d'un hivernage prometteur. Moussa Fomba nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Le Front populaire ivoirien FPI, opposition, a annoncé lundi son refus de siéger au sein de la nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire, censée organiser la présidentielle de 2020, estimant qu'elle n'offre pas de garantie d'impartialité. La faction d'Afin Guessan est actuellement la seule reconnue par les autorités pour représenter le FPI à la CEI. Selon la loi adoptée le 30 juillet par l'Assemblée nationale, la commission électorale indépendante doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministère de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. La société civile et l'opposition militent pour une CEI équilibrée qui équivaudrait à 15 représentants équitablement répartis, 5 pour l'opposition, 5 la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile. 5 anciens responsables de la Banque centrale du Libéria, dont un fils de l'ex-président Ellen Johnson Sirleaf, ont plaidé lundi non coupables des accusations de blanchiment, complot criminel et sabotage économique portés contre eux dans une retentissante affaire liée à l'entrée de billets dans le pays entre 2016 et 2018. Il est notamment reproché à ces 5 ex-dirigeants de la Banque centrale du Libéria d'avoir fait imprimer sans autorisation un excédent de billets pour un montant de 2,645 milliards de dollars libériens dont ils ne peuvent justifier l'utilisation selon l'accusation. Ils avaient été inculpés en mars de complot criminel et de sabotage économique puis arrêtés avant d'être libérés sous caution à des différentes dates. Charles Sirleaf et Joseph Denis ont obtenu lundi leur maintien en liberté conditionnelle pour raison de santé.
Au Cameroun, le procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants, une petite fille et un bébé dans un village de Zlevet s'ouvrait ce mardi au tribunal de Yaoundé. L'affaire remonte en juillet 2018 lorsqu'une vidéo apparaît sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes en treillis amener les victimes, leur bander les yeux et leur tirer dessus à de nombreuses reprises. Pendant plusieurs mois, le gouvernement camerounais a nié l'implication de ces soldats, mais Amnesty International a réussi à rassembler de nombreuses preuves qui ont permis de localiser les faits et de préciser leur date entre fin mars et début avril 2015. Les autorités avaient finalement annoncé l'arrestation de 7 personnes, 7 militaires dont un lieutenant qui était censé être jugé ce mardi 27 août. Une première victoire selon Samira Daoud, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais le procès à peine ouvert a été renvoyé à mi-septembre. Le sommet du G7 à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, s'est terminé ce 26 août, à l'issue duquel ses membres et ceux de l'Union africaine ont soutenu un texte commun plaidant pour une trêve et appelant à une conférence interlibyenne. Les membres du G7 reconnaissent avoir une part de responsabilité dans la crise actuelle. Ce sont eux qui sont intervenus en Libye, certes sous mandat onusien, en 2011, et ils admettent que le renversement de Mohamed Kadhafi a déstabilisé la région du Sahel tout entière. Pour le président Macron, seule une solution politique ramènera la paix en Libye. Les partenaires africains du G7, les présidents de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, le Rwanda, de l'Égypte sont sur la même longueur d'onde, tout comme le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Concrètement, il s'agit d'organiser 2 grandes conférences. Les Nations Unies sont chargées de s'occuper du volet international en réunissant les pays impliqués de près ou de loin dans le conflit. L'Union africaine s'occupera, elle, du volet national. Le Brésil a appelé lundi soir le président français Emmanuel Macron à s'occuper de sa mission et de ses colonies et à rejeter les 20 millions de dollars offerts par les pays du G7 pour lutter contre les incendies en Amazonie. Nous remercions le G7 pour son offre d'aide, mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l'Europe, a déclaré le chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères Onyx Lorenzoni. Macron n'arrive même pas à éviter un incendie prévisible dans une église qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et il veut nous donner des leçons pour notre pays, a également lancé Onyx Lorenzoni dans une allusion à l'incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a beaucoup à faire chez lui et dans les colonies françaises, a-t-il ajouté, faisant référence aux départements et territoires d'outre-mer de la France, dont fait partie la Guyane, frontalière du Brésil, et qui comprend une petite partie de la forêt amazonienne. Jair Bolsonaro, le président brésilien, avait lui-même pourfendé la proposition d'Emmanuel Macron dès lundi en tweetant « Nous ne pouvons accepter qu'un président Macron lance des attaques déplacées et gratuites contre l'Amazonie, ni qu'il déguise ses intentions derrière l'idée d'une alliance de pays du G7 pour sauver l'Amazonie comme si c'était une colonie. » Dans le cadre de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football, prévue pour le jeudi 29 août au Centre international de conférence de Bamako, la présidente du comité de normalisation, Mme Daou Fatoumata Guindo, a donné des détails sur le mode de scrutin établi par le nouveau code électoral de la FEMAFOOT en phase avec les exigences de la CAF et de la FIFA. Youssouf Koulibaly. Je pense qu'on a pratiquement fini. L'Assemblée qui avait été convoquée il y a presque 2 mois. Et aujourd'hui, le 13, quand nous avons publié la liste officielle, nous avons tenu aussi à publier le 24 une correspondance pour notifier aux gens le lieu et les conditions de vote. Parce qu'il y a un petit changement. Avant, les ligues, quand ils venaient, les ligues avaient 3 voix. Ils devaient venir avec 3 délégués et ils devaient désigner le porteur de voix. Avec les nouveaux textes, les ligues ont toujours les 3 voix, mais il n'y a plus de porteur de voix. Ils viennent avec les 3 délégués et chaque délégué vote et chaque vote correspond à une voix. Et les 23 clubs de D1 qui sont déjà consignés dans les statuts vont aussi être là avec un délégué et chaque délégué a une voix au nom du club.
Les 9 champions régionaux du 10 janvier 2015 aussi seront là, sauf ceux qui se trouvent déjà dans les 23. Ceux qui se trouvent dans les 23 clubs seront remplacés conformément au statut par les vice-champions de la même période, du 10 janvier 2015. Et eux aussi vont venir, un délégué, une voix. Les regroupements seront aussi là. Aujourd'hui, les regroupements qui sont affiliés à la fédération sont au nombre de 3. Ils seront là et chaque regroupement sera représenté par un délégué et c'est une voix. Donc ça c'est par rapport aux délégués. Donc on a 3 candidatures à l'Assemblée. Ces 3 candidatures, le jour de l'Assemblée, c'est quoi? C'est le seul point, c'est l'élection. Donc après la vérification du mandat, c'est d'aller directement aux élections. Nous allons faire un premier tour avec ces 3 candidatures, bien sûr. Nous avons au total 62 voix. Pour être élu président de la Fédération malienne de football, il faut avoir 50 plus 1. Donc ça veut dire qu'il faut avoir, si les 62 voix exprimées sont valables. Je dis bien si les 62 voix exprimées sont valables. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas eu de bulletin nul, s'il n'y a pas eu de problème sur un bulletin, si tout est bon pour être élu, il faut avoir 32 voix. Maintenant, s'il y a eu des bulletins blancs, s'il y a eu aussi des bulletins nuls, nous devons déduire ce nombre des 62. Ce qui va rester, un exemple, si c'est 40, il faut avoir 21 pour être élu. Et si aucun des 3 n'a eu ça, le candidat qui a le plus petit voix, le plus petit nombre de voix va tomber. Nous partons au second tour avec les 2 voix. Si au second tour avec les 2 voix, les 62 voix sont valables, il n'y a pas de bulletin blanc, il n'y a pas de bulletin nul, donc les 62 voix sont vraiment valables, comme je dis, il faut avoir 32. Donc si un des candidats, une des listes a 32 voix, automatiquement cette liste est déclarée comme liste élue et le président est le président de la fédération. Maintenant, s'ils sont à égalité, parce que c'est un nombre pair, 31, les statuts disent, vous reprenez le vote, mais le maximum de tours en ce moment, c'est 2. Donc, ça veut dire quoi? Vous partez à un 3e tour. Si au 3e tour, ils sont départagés, tant mieux. S'ils ne sont pas départagés, c'est le 4e tour qui doit les départager. Si au 4e tour, ils ne sont pas départagés, les textes disent, vous faites la clôture de cette assemblée, vous réconvoquez une autre assemblée, mais avec les mêmes candidats, les mêmes listes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.